Plus d'1 an après les perquisitions et l'énorme shitstorm auquel on a assisté sur les réseaux sociaux, le procès Didi a enfin commencé. Et là mon gars, je peux te dire qu'il y a déjà à boire et à manger. Alors au moment où j'enregistre cette vidéo, on est à la 3e journée du procès, sachant que ce procès va durer en réalité 8 semaines, hein. Donc ça va durer un petit bout de temps. Et ce qu'on va faire dans cette vidéo pour que vous puissiez bien digérer toutes les informations, parce qu'il y a pas mal de choses déjà qui ont été dévoilées, on va faire les choses en épisodes. Alors là, actuellement, je suis en train de travailler sur 2 vidéos. Vous avez celle-ci qui vient de sortir, où je vais revenir sur les événements qui se sont passés avant le procès et la première journée. Et dans une seconde vidéo, on va se concentrer sur le témoignage de Cassie, parce que là, il y a eu tellement de choses qu'on doit consacrer tout un épisode à tout ça. Et ensuite, on verra, à partir de la semaine prochaine, quelles informations sortent et comment je vais organiser tout ça. Est-ce que je vous fais une vidéo par semaine? Est-ce que je vous fais une vidéo toutes les 2 semaines? Ça va dépendre de beaucoup de choses. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et bienvenue dans un nouvel épisode d'Affiliate. Alors ce concept où je parle des liens entre le rap, le hip-hop et la rue. Et là vraiment, on peut pas être plus dans le sujet. Donc n'oubliez pas de liker, commenter et de partager un maximum. Si vous voulez suivre en temps réel le procès, n'oubliez pas de suivre le compte Instagram d'Iconic. Tous les jours, on fait des posts où on vous partage en fait toutes les actualités autour du procès, d'accord? Et ici sur YouTube, je vais essayer de vous sortir, comme je l'ai dit, des épisodes beaucoup plus riches en contenu avec un vrai storytelling et un vrai contexte. Disclaimer, étant donné que je reprends les vidéos sur Didi, c'est important quand même de le dire. Dans cette affaire, je suis pas en train de prendre parti, même si j'ai quand même beaucoup plus de sympathie, on va dire, pour Cassie. Ici, dans cette vidéo, l'idée c'est de vous rapporter les faits tels qu'ils sont retranscrits pendant le procès, d'accord? Donc je suis pas là en train de dire un tel a raison, un tel a tort. Je reprends tous les propos et je vous les propose ici, d'accord? Important de le dire avant de commencer cette vidéo. Sans plus attendre, on y va. Alors là, on va parler des événements qui se sont passés avant le procès. Et il y a un événement en particulier sur lequel je voulais absolument revenir, c'est la relation entre 6ix9ine et Didi. Alors ceux qui n'ont pas vu l'information passer, les deux se sont retrouvés dans la même prison. Alors comme je l'expliquais dans l'une de mes vidéos de cette longue série sur Didi, le boss de Bad Boy est détenu dans le Metropolitan Detention Center de Brooklyn depuis son arrestation en septembre 2024, en attendant son procès. Un peu plus d'1 mois après son arrestation, c'est au tour de l'enfant terrible de Brooklyn de le rejoindre pour violation de sa probation. Alors pour résumer, 6ix9ine est allé à Las Vegas sans prévenir le juge. Il a une probation en cours, il peut pas quitter comme ça l'état de New York. Puis en plus de ça, il a nié l'existence de ce voyage, ce qui fait qu'il a raté son rendez-vous pour son dépistage, pour ensuite être testé positif aux méthamphétamines. Et je te passe le fait qu'il soit arrivé 1 heure en retard à son rendez-vous au tribunal, le jour où il a été condamné à retourner en prison. Bon, c'est le bordel, c'est 6ix9ine. Et donc 6ix9ine va être renvoyé à la Metropolitan Detention Center et se retrouver co-détenu avec Didi. Et les deux vont lier un lien d'amitié, vont commencer à se soutenir, dormir ensemble. Pause. Are we sleeping right next to each other? Pause. So like what you like you just not for real. I get it, but I slept right here, he slept right there. Vous avez vu, c'est pas moi qui le dis, c'est 6ix9ine. Alors, on ne sait pas exactement à quel point ils étaient proches, mais ils ont énormément échangé. 6ix9ine a dit, tiens, là on parle bien ensemble, est-ce que si on était à l'extérieur, on aurait une aussi bonne relation? Parce qu'en vrai, tu m'as jamais calculé. Didi lui a dit, ouais, pourquoi pas, bref, c'était ce genre de discussion-là. Et 6ix9ine a pointé du doigt quelque chose de vraiment pertinent concernant Didi. En fait, ce que 6ix9ine disait, c'est que le boss de Bad Boy passait ses journées à dormir et il laissait ses avocats gérer absolument tout le reste. He thinks his silence is key. When you fighting a case like that, I feel like you have to really just be out there and like start like getting ahead of the narrative, because if it's up to them, they're gonna crucify you. You know what I mean? Et l'autre événement très important qui a eu lieu avant le début de ce procès, c'est le rejet de la plainte
de Rodney Jones. Alors c'est probablement l'affaire qui a le plus joué dans le narratif de Didi l'Epstein noir. Alors laisse-moi te rafraîchir un petit peu la mémoire. Le 13 avril 2024, j'avais dédié une vidéo entière sur ce qui était dit dans le dossier d'accusation de cette plainte fédérale. Le 25 mars 2024, date d'anniversaire de Life After Death de Biggie, drôle de coïncidence, les propriétés de Los Angeles et Miami appartenant à Didi ont été perquisitionnées simultanément. N'hésite pas à retourner la voir parce qu'il y a beaucoup de détails. Ici, on va résumer les choses. Alors pour rappel, il s'agit du producteur Lil Rod, alias Rodney Jones, qui a attaqué en justice Didi pour ne pas l'avoir payé à la hauteur de sa contribution sur le Love Album, et aussi pour ne pas avoir touché de revenus liés à son activité d'auteur-compositeur. Il évoque aussi plusieurs agressions sexuelles dont il a été victime, commises par Didi lui-même ou par son entourage, notamment Cuba Gooding Jr. On va y revenir. Aussi, truc de fou, il mentionne avoir été témoin d'une fusillade qui a entraîné la mort dans le studio de Los Angeles où il travaillait. Donc là, ça fait vraiment beaucoup de choses. Donc tout ça a été mentionné dans le dossier d'accusation en question. I've been working on an album. I took a year off straight working on this album. That album is the Love album, Off the Grid by Diddy. And it's Grammy nominated right now as we speak. I should be celebrating, but the truth is I'm not. I've tried to get my business straight with them on this album, but the truth is they're not playing fair. They hit me on below the belt on so many situations. The contract that they give me and the offer that they gave me was just disgusting. The producer fee, pennies. Donc ce dossier d'accusation est complètement fou. Il y avait déjà des éléments qui me paraissaient un petit peu bizarres, et d'ailleurs dans la vidéo que j'avais faite initialement, j'avais pointé un mensonge qui a été dit dans ce dossier d'accusation, et par la suite il y a pas mal de choses qui ont été révélées. Mais ici, les avocats de Didi, enfin je veux dire son armée d'avocats, parce que là on doit parler d'armée, 8 avocats vraiment déter, ont pris en main ce dossier, l'ont décortiqué, et voici ce qu'il en ressort. Je vais te donner ce que le parti de Didi a dit, et derrière je vais te donner les réponses de Rodney Jones lui-même et de son avocat. Alors déjà, le camp de Didi a dit que Rodney Jones ne peut pas l'attaquer pour un RICO, simplement parce qu'il n'a pas de preuves concrètes pour montrer que Didi a violé la loi dans ce sens et qu'il a commis des actes répréhensibles d'en déclencher un. En fait, la question que les avocats ont posée, c'est quels sont les éléments qu'il a en sa possession lui permettant d'affirmer que Didi fait du trafic sexuel grâce à son organisation. Et ils ont aussi dit qu'il ne peut pas simplement s'appuyer sur les éléments de l'affaire criminelle, avec le FBI, c'est-à-dire le procès qui a lieu en ce moment, pour son affaire civile. Il doit venir lui aussi avec des éléments concrets. À ça, Rodney Jones a répondu que le juge peut faire un judicial notice de certains faits dans l'affaire criminelle en les considérant comme vrais pour intégrer tout ça à l'affaire civile. Et en gros, qu'est-ce que c'est un judicial notice? Alors, c'est un concept en droit anglo-saxon qui signifie que le juge accepte certains faits comme étant établi comme évident sans qu'il ait besoin d'être prouvé par une partie. Par exemple, ils ont mentionné la conférence de presse de Damian Williams. Alors, pour rappel, Damian Williams, c'est l'agent du FBI qui travaille donc dans le district qui est en charge de l'affaire de Didi. En fait, ce qu'il dit, c'est que ce que Damian Williams dit laisse penser qu'il est déjà présumé coupable du RICO, d'accord? Donc en gros, on doit prendre ça comme vrai, et donc si c'est vrai, c'est que forcément, dans son affaire aussi, ça l'est, et donc ça veut dire qu'il a déjà des preuves. Donc c'est ce que Jones a dit. Et aussi pour ce qui est du préjudice financier. Le camp de Didi affirme que Jones n'a pas le droit de poursuivre Didi pour un RICO car il n'a pas souffert d'un préjudice économique. Alors pour rappel, Rodney Jones affirme que Didi lui avait promis 50 000 $, d'accord? Il n'a été payé que 29 000 $ et il n'a pas touché de SACEM, l'équivalent de la SACEM là-bas, donc les revenus liés au fait d'être auteur-compositeur. Mais justement, quelles sont les preuves? Il n'y a pas d'écrit. Donc s'il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de preuve. Aussi, Jones n'a pas été en mesure de présenter 2 textes de predicate acts. C'est en anglais, donc en français ce serait une infraction sous-jacente, un acte constitutif de racket, pour qu'un procureur puisse engager des poursuites au titre de RICO. Rodney Jones doit prouver qu'il a eu au moins 2 predicate acts, 2. Donc c'est un acte criminel spécifique en lien avec une entreprise criminelle. Et donc il n'a pas ces éléments-là. Donc en gros, il manque sérieusement de preuves en fait, beaucoup d'affirmations, mais pas assez d'éléments concrets. Et pour ce qui est du chef d'accusation de traite, Didi rétorque qu'il n'a pas été en mesure de présenter des éléments de force, fraude, coercition, qui l'auraient obligé à engager des pratiques sexuelles non désirées. Où, quand, comment, aucun détail pertinent. Jones a répondu à ça que la fusillade dans le studio, les agressions, les menaces, les armes présentes sont les preuves de force, fraude, coercition. Il a montré les photos de la fusillade dans le dossier d'accusation, etc. Donc lui dit que ces éléments-là sont suffisants. Et Didi se défend aussi pour Cuba Gooding Jr.
Tu te rappelles, dans le dossier d'accusation, tu as cette photo de Lil Rod avec Cuba Gooding Jr. Et Jones veut faire jouer l'action de responsabilité liée à un accident sur une propriété de Diddy. Donc en gros, le fait qu'il lui soit arrivé une galère dans une propriété de Diddy rend Diddy responsable. En fait, le fait que Cuba Gooding Jr. a déjà agressé sexuellement une serveuse, tu sais, il y avait une affaire comme ça, d'ailleurs j'en ai parlé dans ma vidéo en question. Sachant cela, Diddy n'aurait jamais dû le laisser seul avec Lil Rod. Et c'est justement ce que Lil Rod et ses avocats reprochent à Diddy. Et donc à tout ça, les avocats du boss de Bad Boy disent qu'il y a une absence de prévisibilité. Donc c'est impossible pour lui de savoir que Cuba Gooding Jr. est attiré par les hommes et que s'il le laisse seul avec Lil Rod, eh ben ça va dégénérer. Et à ça, Rodney Jones et son avocat ont répondu que le fait que ce soit imprévisible est drôle au meilleur des cas et ridicule au pire. Donc en gros, il aurait dû le savoir. Et donc après tous ces échanges, le juge a accordé la demande de rejet de cette plainte de Rodney Jones. Donc ça y est, c'est terminé, il n'y a plus de Rodney Jones dans les affaires civiles. En gros, le juge a expliqué que Jones doit faire de vraies et légitimes déclarations sur lesquelles la cour peut s'appuyer pour accorder une mesure de réparation. D'accord ? Là, désolé, je suis vraiment technique, c'est pour que vous compreniez vraiment l'affaire. J'ai essayé de vulgariser au maximum, mais vous imaginez pas à quel point c'était du travail. Donc n'oubliez pas de liker cette vidéo, c'était beaucoup de taf. Et d'ailleurs, le juge s'est également attaqué à l'avocat de Rodney Jones avec de fausses déclarations, etc. Donc il a montré une forme d'incompétence dans son métier. Alors, Rodney Jones ne touchera pas de dommages et intérêts. Par contre, il s'est rendu au tribunal pour l'affaire criminelle. Je ne pense pas qu'il va témoigner au vu de ce qui s'est passé, mais il a essayé de se rendre dans la salle. Mais je crois que on l'a pas laissé rentrer. Alors j'en ai parlé dans des vidéos, mais beaucoup de choses se sont passées depuis. Suite aux révélations de Cassie, une vieille vidéo de 2018 a refait surface dans laquelle un certain Jonathan Audi révélait des informations assez compromettantes, voire même hallucinantes à l'égard de Diddy. Bon, je vous en avais quand même parlé dans une ancienne vidéo, mais ici je vais quand même vous rafraîchir la mémoire parce que l'histoire était assez folle. Il faut que vous ayez le minimum pour comprendre ensuite ce que je vais vous dire après, parce que c'est encore plus dingue en fait. En 2018, Jonathan Audi s'est introduit dans le lobby d'un hôtel de Trump, un golf, et s'est mis à ouvrir le feu pour une raison inconnue à ma connaissance. Il a étendu le drapeau des États-Unis sur le comptoir du lobby de cet hôtel avant d'ouvrir le feu sur la police et se prendre une balle dans la jambe avant de se faire arrêter. Après s'être fait soigner, il a demandé à échanger avec le FBI car il avait des choses à révéler. Une fois en interrogatoire, Jonathan se met à déblatérer une histoire à dormir debout. Un esclave sexuel, des discussions où ça parle business, mais de quel business s'agit-il exactement? Eh bien celui-ci. I had sex with Cassie and Sean. Basically, he would tell me what to do with Cassie. I had like 15 encounters, and I heard lots of business. Because what they would do is Sean talks a lot on the phone, and I was like a sex slave. Okay, they move all the dope on private jets. Diddy aurait été à la tête d'un grand trafic de drogue organisé grâce à son jet privé, et en plus de ça, ce serait un Illuminati. Alors à l'époque de ces révélations, personne ne l'a pris au sérieux, et je peux comprendre pourquoi. Il sort quand même d'une fusillade, et on est en 2018. Dans cette période-là, Cassie et Diddy sont très bien ensemble, en tout cas à notre connaissance, donc les fédéraux ne pouvaient pas se dire tiens, on va essayer de creuser parce que il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Mais bien sûr, depuis cette accusation de RICO et de trafic sexuel, plus personne voit cet interrogatoire de la même manière, d'où la raison pour laquelle elle a repopé dans notre actu. Alors à l'aube du procès, on en a appris davantage sur lui, notamment grâce à son ex-femme, Tonya Trotwin. Elle a été interviewée par la chaîne Law and Crime, une super chaîne pour suivre un petit peu l'affaire, il y a beaucoup de choses qui sont dites, big up à eux. Et ce qu'elle a révélé dans cette interview est très intéressant. Elle explique que Johnny, donc il s'agit de Jonathan, mais elle l'appelle Johnny, donc on va l'appeler comme ça, était un stripteaseur super populaire à Miami, une véritable célébrité locale, et au vu de sa popularité, il n'était pas rare qu'il côtoie des célébrités. Et en l'occurrence, Diddy, qui était connu pour passer énormément de temps dans les soirées de Miami. Et c'est dans ce cadre-là qu'il aurait pu faire aisément la rencontre de Johnny. Mais d'après son ex-femme, il n'y a pas juste eu une rencontre, il y a eu plus que ça. Des relations sexuelles, elle en est certaine. Do you believe he had some sort of relationship with Sean Combs, and what do you think that relationship was? Oh, I 100% believe he had a very close relationship with Sean Combs, and I believe it was sexual.
intimately sexual and violently sexual. Alors jusque-là, on avait déjà ses déclarations. Lui-même l'a dit lorsqu'il a été interrogé par les fédéraux. Mais on a eu plus de contexte, plus d'informations. D'après ce qu'elle affirme, il aurait signé un accord de confidentialité en 2014. Elle raconte qu'après la signature de ce document, Johnny s'en serait pressé pour divorcer avec elle. Le couple était déjà séparé, mais il voulait absolument rendre les choses officielles. Et ça lui a mis la puce à l'oreille parce que Johnny était certes une célébrité locale, mais il n'avait pas énormément de moyens. Et il avait tendance souvent à lui dire « j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai pas d'argent, etc. » Donc comment il a pu se prendre un avocat pour gérer le divorce? Oui, parce que ça coûte de l'argent d'avoir un avocat aussi impliqué que lui. Et son avocat, justement, mettait pas mal la pression à Tonya pour avancer sur les papiers du divorce. C'est là qu'elle s'est dit, mais c'est bizarre quand même. Finalement, il a de l'argent, il m'a dit qu'il avait pas d'argent. En plus, il me met la pression, donc c'est quand même un avocat qui doit lui coûter pas mal d'argent. Elle comprenait pas, ça lui a mis la puce à l'oreille. Elle s'est dit, il y a un truc pas normal dans tout ça là. Il y a un truc qui tourne pas rond. Donc il a mis la pression à son ex-femme pour qu'elle signe rapidement, afin de clôturer la procédure au plus vite. Et dans les papiers en question, il aurait dit qu'il était coach sportif et qu'il gagnait 2000 $ par mois. Et elle savait très bien qu'il était bien plus que coach sportif, mais elle n'a pas cherché à creuser plus que ça. Donc c'était très chelou, mais vas-y, elle a fait le nécessaire, ils ont divorcé. Et plusieurs années plus tard, donc en 2018, parce que tout ça s'est passé en 2014, il y a donc cette fameuse fusillade. Quelques semaines avant, il la recontacte de nulle part en lui racontant la vérité. Il avait signé donc un accord en 2014 avec Diddy et il aurait touché plus de 5 millions de $ pour son silence. Ce qui explique le divorce fait à la hâte. Sur les papiers, le fait qu'il ait dit qu'il ne touchait que 2000 $ par mois pour éviter justement de donner la moitié de son argent, d'accord? Donc il a vraiment fait attention à tout ça. Et d'après ce qui a été dit, une fois qu'ils ont divorcé, quelques semaines plus tard, il a acheté plusieurs propriétés, 5 propriétés si je me trompe pas, pour une valeur de plus de 700 000 $. Ce que son ex-femme révèle en plus de ça, c'est que au moment où il lui révèle toutes ces informations, il avait très peur, d'accord? Il lui a montré donc ce fameux dossier, ce fameux accord de plaidoyer, ce contrat qu'il a signé, en lui disant « montre ça à la presse, révèle cette information-là parce que je risque ma vie ici. » He did give it to me almost in fear of his life. Like, Tanya, I've talked to everyone. You're the last person I can talk to. Here, take this. Donc c'est un NDA. Alors un NDA, c'est un accord de confidentialité. Et donc au vu de ce NDA, donc cet accord de confidentialité, on pourrait croire que, il ne peut pas aller témoigner. Eh bien, lorsque les fédéraux t'assignent à comparaître, ça prévaut sur n'importe quel type de NDA. Donc, si les fédéraux lui demandent de témoigner au procès de Cassie, il devra s'y rendre, d'accord? Maintenant, il n'a pas été nommé parmi les gens qui vont potentiellement témoigner, mais on peut avoir des surprises. Comme je l'ai dit, ce procès dure 8 semaines, donc dans ces 8 semaines-là, il y aura beaucoup d'échanges et on peut avoir des surprises. Alors d'après mes recherches, il est actuellement incarcéré, mais cela reste possible qu'il témoigne. Il arrive que les fédéraux contactent des prisonniers et les fassent témoigner, si ça leur sert à quelque chose. Mais ce que je m'étais dit, c'est que les procureurs ne vont pas se servir d'un homme qui a ouvert le feu dans le lobby d'un hôtel, qui était probablement sous une démence, tu vois. Je me suis dit que c'était impossible qu'ils s'en servent, parce que ça risque de jouer contre eux. Mais d'après mes recherches, les procureurs, dans le cadre d'une enquête ou même dans le cadre d'un procès, ont déjà fait appel à bien pire, à des meurtriers pour prouver quelque chose. Donc, ouais, non, c'est clairement possible qu'il soit appelé à la barre. Donc, on va voir ce qu'il en est. Affaire à suivre avec Jonathan Audi. Donc, à l'aube du début du procès, un plea deal a été présenté à Diddy. Alors, un plea deal, c'est un accord de plaidoyer en français. Et qu'est-ce que c'est exactement pour ceux qui n'ont pas suivi tous mes épisodes de Affiliate? J'en parle quasiment tout le temps. C'est un accord entre le procureur et l'accusé, dans lequel ce dernier plaide coupable en l'échange d'une peine réduite. C'est ce qui a été proposé notamment à Young Thug à la fin de son procès. Donc, il a plaidé coupable, donc il n'a pas complètement gagné son procès, mais il a vu sa peine être extrêmement réduite. Pour ce qui est de Diddy, on lui a présenté cet accord et il a refusé parce qu'il aurait dû plaider coupable à tous les chefs d'accusation, RICO, trafic sexuel et autres, et il a refusé ça et donc il a montré qu'il était prêt réellement à aller au procès. Et pour renforcer son équipe d'avocats, il a ajouté le très légendaire Brian Steele. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi ma série de vidéos sur Young Thug ou qui ne sont tout simplement pas familiers à cette affaire, Brian Steele c'est l'avocat qui a défendu Young Thug et qui l'a sorti de ce pétrin, d'accord? Il avait dit au début du procès qu'il allait y mettre son sang et sa sueur. I feel like we need more people like Brian Steele on this earth.
Et il a plutôt réussi son travail, hein, parce que finalement, il a réussi à réduire considérablement la peine de Young Thug. Donc il rejoint l'équipe de Diddy. Alors j'imagine même pas les frais d'avocat, ça doit coûter tellement d'argent, putain, c'est vraiment une dinguerie. Donc voilà, et donc parlons maintenant du procès. Le 12 mai 2025, c'est le premier jour du procès de Diddy vs les États-Unis. Pour ce jour crucial, on peut voir tous les proches du magnat de la musique. Sa mère, ses filles ou encore ses fils, Justin, Christian et Quincy. À la vue de sa famille, Diddy sourit et leur envoie un bisou à distance. Le soutien de ses proches, c'est bien tout ce qui lui reste, avec un peu d'argent bien sûr. Le procès démarre avec ce que l'on appelle un opening statement, une déclaration d'ouverture. Alors, en quoi ça consiste exactement? Eh bien, dans le droit américain, c'est la première prise de parole d'un avocat, procureur ou défense, devant le jury, pour présenter les grandes lignes de son argumentation. Et chaque partie a le droit à un opening statement. Le procureur, c'est ceux qui veulent faire tomber Diddy, et la défense, c'est Diddy et donc ses avocats. Donc ça, il faut que tu comprennes bien cette dynamique pour comprendre tout le procès. Détail important, les 6 procureurs de cette affaire sont toutes des femmes blanches. Alors, ce détail a peut-être été révélé par la défense, mais en tout cas, c'est un détail important, surtout dans la justice américaine, d'accord? Et d'ailleurs, Mark Geragos, un avocat célèbre qui a défendu Michael Jackson ou encore Chris Brown, a expliqué que l'ethnicité joue un rôle majeur dans les procès, d'accord? Donc il a l'habitude de défendre des noirs et il a conscience que ça impacte le choix des jurys. Et d'ailleurs, sa fille fait partie de la défense de Diddy, hein. Et c'est d'ailleurs elle qui va faire l'opening statement. Alors, qu'est-ce que le procureur a dit dans sa déclaration d'ouverture? Je trouve ça très solennel. Pour le public, il était Puff Daddy ou Diddy, une icône culturelle, un homme d'affaires, une figure hors norme. Mais il y a une autre facette de lui, une facette impliquée dans une entreprise criminelle. Et à ça, elle ajoute qu'un homme va dire dans ce tribunal que Diddy lui a dit d'uriner sur Cassie. Donc là, tu vois, ça met le mood direct. Ça va être chaud. Ensuite vient la déclaration d'ouverture de la défense. Et c'est donc Tony Gerago, la fille du fameux avocat dont je t'ai parlé un peu plus tôt, qui va s'en charger. Parmi tous les propos qu'elle va énoncer, elle dit ceci: ce n'est pas nécessairement ce que vous feriez dans votre lit, mais vous n'êtes pas là pour juger ses pratiques sexuelles. Cela colle complètement aux déclarations de la défense avant le procès. Parce que oui, il a commencé à y avoir plusieurs déclarations dans la presse disant que Diddy est un échangiste, mais qu'il n'est pas un agresseur avec un réseau criminel pour obliger les femmes à coucher avec lui. D'accord? Donc ils ont clairement officialisé qu'il avait des pratiques sexuelles un peu différentes. Elle dit également que toutes les personnes qui ont participé aux fameux freak-offs étaient consentants, d'accord? Et elle ajoute également: être participant volontaire de ta propre vie sexuelle n'est pas du trafic sexuel. Donc grosso modo, ce qu'elle dit, c'est que Cassie était clairement consentante à faire ce qu'elle a fait dans ces fameux orgies. Et ce qui est immoral n'est pas nécessairement illégal. Elle parle également de cette fameuse vidéo qui a leaké donc l'année dernière sur CNN. Voici ce qu'elle dit à ce propos. Cette vidéo n'est d'autre que de la violence conjugale. La violence conjugale n'est pas du trafic sexuel. Il n'est pas attaqué en justice pour agression physique, mais pour trafic sexuel. Autrement, nous ne serions pas là aujourd'hui. Et ce qu'elle dit ici, c'est que effectivement Diddy est un homme violent, mais c'est pas quelqu'un qui va organiser du trafic sexuel. Ils admettent en quelque sorte qu'effectivement il a fait appel à des escortes, d'accord, hommes comme femmes, qu'il a effectivement couché de façon un peu, entre guillemets, originale avec Cassie et avec des escortes, qu'il est effectivement un homme violent, ça c'est quelque chose qu'il ne nie pas. Par contre, c'est la dimension RICO et la dimension trafic sexuel qu'ils remettent en cause. Et ça va être là l'objet en fait de la friction. D'un côté, tu as le procureur qui dit qu'effectivement il a une organisation criminelle autour de lui pour satisfaire ses besoins sexuels, et de l'autre côté, ils disent que c'est juste un homme violent et que Cassie était consentante, mais que par contre, il n'y a pas d'organisation criminelle. Et ça va être sur cette limite très fine sur laquelle le procès va se jouer en fait. Est-ce que le procureur va réussir à prouver qu'il y a eu une organisation criminelle et qu'il y a eu un vrai sex trafficking, et de l'autre côté, est-ce que Diddy va réussir à prouver que Cassie et les autres victimes étaient consentantes et que c'était juste un homme violent qui aimait beaucoup le sexe de façon un peu faux-folle. Il va y avoir, pour ce premier jour, un premier témoignage, ça va être celui d'un agent LAPD, donc un policier qui était présent lors de l'incident à l'hôtel, d'accord? Donc ce qu'il explique, c'est qu'il était devant la chambre, il y avait Diddy, Cassie et un autre homme assis sur le coin du lit. Je suppose que cet homme était probablement
un escort. D'après ses dires, Didi avait un regard démoniaque et Cassie avait un œil au beurre noir. Didi lui aurait proposé de faire disparaître la vidéo en l'échange d'argent, d'accord? Donc on a su que plus tard, Didi avait réussi à le faire, mais voilà, l'agent en question aurait refusé à ce moment-là. Voilà, donc ça, il n'y a pas énormément de choses croustillantes, mis à part l'escorte dans la chambre, et le fait que Cassie ait un œil au beurre noir, finalement, bah, on l'a vu dans la vidéo se faire tabasser, donc c'est pas quelque chose qui a spécialement fait réagir, en tout cas moi à titre personnel. Par contre, il y a eu un deuxième témoignage et là je t'avoue que il y a du croustillant. Alors ce dernier s'appelle Daniel Philippe, il est stripteaseur et escort boy. Il travaille à New York et voici ce qu'il raconte. Son boss le contacte pour lui proposer un gig pour une EVJF, donc un enterrement de vie de jeune fille. Il doit aller danser et divertir la future mariée et les copines pour 200 $ la soirée. Le tarif est correct, il accepte. Il débarque dans la chambre d'hôtel, il s'attend à tomber sur un EVJF. Au lieu de ça, c'est Cassie qui ouvre la porte et elle est en pétard. Lingerie rouge, lunettes noires et une perruque. Alors ce qu'il dit au procès, c'est qu'il a été choqué par ce qu'il a vu. Tu vois, Cassie c'est quand même une célébrité. Et ce qu'il dit, c'est qu'il avait rarement vu une femme aussi belle. Et voici ce qu'elle lui dit. Écoute, ton boss t'a dit que tu devais venir pour danser à une EVJF. Alors, ce sera pas une EVJF et je te propose pas 200 $, mais bien 4000 $. Alors, je t'explique un petit peu. Mon mari aime me faire des surprises. Et là, à l'occasion de mon anniversaire, il aimerait qu'on fasse quelque chose de spécial. J'ai de l'huile pour bébé et on va se masser. Et si tu es à l'aise avec tout ça, il se passera ce qu'il se passera. Chose importante à savoir, mon mari n'est pas homosexuel, il aime juste regarder. Donc, il va nous observer, nous dire quoi faire. Et si tu es à l'aise avec ça, on peut y aller. Chose qu'il accepte. Et quand il rentre dans la chambre, il voit au fond de la pièce un boug avec un bandana et un chapeau. Le boug, il est posé, il est à poil, il regarde ça comme, tu vois, il parle quasiment pas. Et dès qu'il a ouvert sa bouche, direct, il a reconnu. Bien sûr, c'est un homme noir sur New York, il a écouté Didi toute sa vie, donc forcément, c'était super facile pour lui de le reconnaître. Il a su que c'était Didi. En plus, il avait Cassie en face de lui, donc forcément, Didi, Cassie, c'était une évidence. Et en fait, Didi était au fond, à leur dire quoi faire, et à se... en même temps, comme un véritable DA, et en même temps il se masturbe, tu vois. Alors les choses se sont bien passées ce jour-là, et donc il a été invité par la suite à revenir et à participer à d'autres fêtes ensemble. Et il aimait tellement en fait leur présence que parfois il venait sans être payé, tu vois, il aimait juste le lifestyle entre eux. Alors les rapports sexuels entre Philippe, Cassie et Didi pouvaient durer entre 1 et 10 heures. Là, on n'est pas juste sur un rapport sexuel, on est sur un véritable marathon. C'est une dinguerie. Et d'ailleurs, en parlant de performance, Didi pouvait lui donner de temps en temps de la drogue, notamment de la MDMA. Et il raconte une fois qu'après une grosse perf avec Cassie et lui, il est sorti en plein Times Square et s'est mis à distribuer tout l'argent de sa perf en fait. Donc comme je te l'ai dit, on est entre 4 et 6 000 $, donc il a distribué tout cet argent-là aux gens qui se trouvent à Times Square. Si tu passes pas loin, tu tombes sur lui, il y a moyen que tu grattes un petit billet. Mais il y a une fois où les choses ont dérapé et clairement il a débandé. Il explique qu'une fois il était venu dans une chambre d'hôtel, il était avec Cassie, lui, il y avait quelqu'un dans une pièce avec Didi, et en fait Cassie ne voulait pas venir. Didi est sorti de cette pièce, furieux, est venu chercher Cassie et l'a tapé devant lui. En voyant ça, il a été choqué. Normalement, ce jour-là, il devait participer à une orgie, mais après avoir vu Cassie se faire casser la gueule comme ça, clairement, il a débandé. Il raconte qu'il l'a tirée pendant qu'elle était en train de crier au sol, et une fois dans la chambre, il pouvait entendre des bruits de claquements, et Cassie en train de crier « Je suis désolé, je suis désolé ». Et Didi lui aurait répondu « Quand je te dis de venir, tu viens ». Super agressif et vraiment pour le coup super triste et révoltant. Et un autre incident qu'il a raconté, ça se passe dans un autre hôtel, il entend des cris et des bruits de gifles provenant de derrière la porte de la chambre. Didi a ensuite quitté l'hôtel, la laissant elle et l'escort boy. Une fois qu'ils étaient seuls, Cassie a sauté sur ses genoux en pleurant et en l'embrassant, ce qu'elle n'avait jamais fait lors de leur précédente rencontre. Philippe, donc l'escort, lui a demandé pourquoi elle restait avec ce gars. Et c'était clair qu'il lui faisait du mal, et à ça, Cassie a dit qu'elle allait bien. Ils ont ensuite couché ensemble, et Didi est revenu, les a vus et observé toute la scène. Et sur ce coup-là, Philippe n'a pas eu de mal à être excité. Donc c'est des détails quand même importants dans un cas de figure comme celui-ci. Et aussi, autre chose très importante, Philippe n'a jamais été payé depuis ses relations sexuelles avec Cassie et Didi, d'accord? Donc depuis 2013-2014, il dit ne jamais avoir recommencé ça. Bon, ça, on saura jamais si c'est vrai ou faux. Mais en tout cas, lorsqu'on lui a demandé pourquoi il continuait à voir Cassie et Didi, en fait, il expliquait qu'il a développé une relation amicale avec Cassie et c'était aussi un moyen pour
lui, de rester en contact avec elle et savoir si tout allait bien. Tenez-vous bien, parmi les choses les plus folles que le couple lui ait demandé, eh bien, c'est qu'il urine sur Cassie. Et détail important, d'après ses propos, ce n'est pas Didi qui a demandé qu'on urine sur Cassie, c'est Cassie elle-même, chose qui contredit complètement ce que le procureur a dit à l'égard de Didi. Comme quoi Didi aurait dit à un escorte de faire pipi sur Cassie. Non, en fait, c'est Cassie qui aurait demandé d'après l'escorte. Donc c'est un détail important, donc ça montre que Cassie aurait elle aussi pris du plaisir à tout ça. Après les gars, même si ce serait vrai, cela ne justifie pas ce qu'elle a subi, parce que s'il y a bien une chose qui est claire, c'est qu'elle a vécu de vraies violences conjugales pendant plusieurs années. Donc je tenais quand même à le rappeler. Apparemment, au moment où l'escorte a dit ça, les deux frères, Justin et Christian, se sont regardés en disant l'air de dire enfin quelqu'un le dit. Mais comme je t'ai dit, il n'y avait pas que les frères qui étaient dans le tribunal. Il y a également les filles qui étaient là. Et à partir du moment où il a commencé à parler de branle de leur daron devant les escortes, leur petit cœur n'a pas tenu, elles sont sorties de la salle. Elles pouvaient pas entendre tout ça et je peux totalement comprendre. Donc voilà pour ce qui est des témoignages importants. Alors, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, hein, parce que comme je l'ai dit au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est le 3e jour du procès. Cassie, en ce moment, est en train de témoigner, donc il y a énormément de déclarations. On va se concentrer sur ses déclarations à elle, parce qu'il y a énormément de choses. Et également, il y a une victime numéro 3 qui a disparu. Alors, on ne sait pas c'est qui exactement, mais elle est introuvable. En tout cas, d'après ce qui a été dit, elle a disparu avant le début du procès. Peut-être qu'elle aurait touché, elle aussi, de l'argent. On ne sait pas exactement. J'espère que je serai en mesure de vous tenir au courant de ce que cette personne est devenue. En tout cas, il y aura pas mal d'autres vidéos. N'oubliez pas de liker, de commenter un maximum. Pour vous tenir au courant du procès au quotidien, allez sur notre page Instagram, Iconic, d'accord, vous nous suivez, on fait de l'actualité, vous allez être tenu au courant de tout ça. Sinon, moi, je vous fais d'autres vidéos, et celle de Cassie, elle va être très grosse, mais entre-temps, il se peut que je vous fasse une vidéo importante sur iShowSpeed qui va sortir très bientôt. N'oubliez pas de liker, commenter, de partager un maximum. N'oubliez pas de vous abonner à la mailing list si vous voulez être au courant de toutes les vidéos business qui sortent régulièrement. Le lien est dans la description, ok? Donc faites-vous plaisir, et moi, je vous dis à très vite. C'était Chris d'Iconic pour Affiliated. À très vite. Cheers!